Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le remarquer, j'ai un nouveau micro, donc déjà merci à Chris qui m'a offert ce micro. Merci à tous pour ces 100 abonnés, vous savez pas à quel point c'est incroyable pour moi. Je vous remercie pour votre soutien, pour les commentaires, pour les likes, enfin bref, pour tout le soutien que vous me donnez depuis le début de cette aventure sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram ou même TikTok. Donc voilà, pour fêter ces 100 abonnés, j'ai décidé de faire un nouvel ask comme il y a beaucoup de personnes qui me découvrent en cours de route. Donc pour commencer, au commencement déjà, qui je suis. Je m'appelle Asia et j'ai 24 ans, je suis d'origine mahoraise et comorienne. Et voilà, j'ai grandi à Mayotte. Mes langues maternelles de base, c'est le français et le mahorais. Et je suis rédactrice technique. Je suis venue faire mes études depuis que j'ai eu mon bac. En fait, je suis partie de Mayotte. Et du coup, j'ai suivi mes études supérieures en métropole. Donc voilà, je pense que ça fait une intro déjà assez bien pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte de ma personne tout simplement. Et voilà, on va sans plus tarder passer aux questions qui m'ont été posées. Donc concrètement, si vous me voyez regarder sur le côté, c'est que je regarde les questions. Dans un premier temps, on va commencer par une question assez générale. Donc la question, c'est si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 3 ans, tu lui dirais quoi? Alors déjà, il y a 3 ans, j'étais à la fac, j'étais en dernière année de master. Donc je pense que je me dirais courage, mais vraiment abandonne pas parce que je sais que cette période-là, c'était une période très difficile pour moi. J'ai pensé à de nombreuses reprises à laisser tomber. J'ai eu beaucoup de soucis, que ce soit personnellement ou même enfin la fac c'était compliqué aussi, c'est en plus à cette époque-là je passais aussi mon permis, il y avait trop de galères, donc je me dirais courage, je sais que tu peux y arriver, enfin voilà, je m'encouragerais tout simplement parce que et je me dirais que même si c'est difficile maintenant et que t'as l'impression que tu vois pas d'issue ou que t'as l'impression qu'il y a rien qui va, bah que ça va s'améliorer dans tous les cas, parce que même si tu touches le fond, bah tu peux rien faire d'autre à part te relever. Donc je me dirais garde la foi, continue à avancer et par contre je me dirais aussi prends soin de toi, prends plus soin de toi, arrête de te négliger. Ouais, je pense que c'est surtout ça parce que je me suis beaucoup négligée sur tous les aspects franchement, donc parce qu'au final je peux pas prendre soin des autres si je prends pas soin de moi en premier. Donc là on va faire le lien je pense plutôt avec ma formation. On me demande par rapport à la rédaction technique s'il y a des formations particulières. Donc moi j'ai fait un master du coup spécialisé en communication technique, en rédaction, mais voilà, il y a des licences, il y a il y a aussi des formations faites par des organismes de formation classique, certification au final, donc ça dépend un petit peu de la situation dans laquelle tu te trouves et ce que tu souhaites, c'est-à-dire licence ou master, etc. Et, notamment quand tu es déjà dans le milieu professionnel, peut-être c'est plus intéressant pour toi de directement faire une certification via un organisme de formation qui serait agréé par exemple. Troisième question, quelle leçon t'as appris à la dure? C'est-à-dire, je pense que ce que j'ai appris à la dure, c'est vraiment la notion de travail. Parce que je pense que je ne savais pas ce que c'était que le travail, et à partir du moment où j'ai su, mais j'ai tellement su, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler, je vous jure que je pense que depuis ce jour-là, ça doit faire peut-être 3 ans, un peu plus de 3 ans, 4 ans, que j'ai commencé à réellement travailler et je suis devenue une work alcoholic. Et je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais en tout cas, euh, ça donne du sens et ça me permet de voir que souvent, tu vois, quand t'entends dire quand tu veux, tu peux, bah, ça c'est vraiment un truc, fallait que je me mette ça dans la tête. Et à partir du moment où je me suis vraiment rendu compte que, en fait, fallait que je me donne les moyens d'avoir ce que je veux, et que ça passe inévitablement par le travail. Et enfin voilà, là je résume globalement, mais grosso modo ça passe par le travail. Et ben je ne pouvais pas faire autre chose que de me donner à fond et de travailler. Et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris plus enfin quand je suis arrivée ici justement avec toutes les difficultés que j'ai eu à surmonter. Et je pense que quand tu grandis ici, par exemple, beaucoup de personnes qui ont grandi ici, euh, dès le plus jeune âge, par exemple, beaucoup de personnes que je connais ici ont commencé à travailler très tôt, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Moi, j'avais pas de nécessité de travailler quand j'étais à Mayotte, je vivais chez mes parents, voilà, les factures étaient payées, etc. Il n'y avait pas, enfin, ce truc-là que je vois ici en métropole quand je dis ici, où ici les gens on les pousse à être indépendants assez rapidement.
quand t'es jeune, quand t'as 17 ans, 16-17 ans, les gens ils commencent déjà à travailler, alors que c'est pas forcément le cas, en tout cas ça n'a pas été mon cas à moi à Mayotte, ni le cas de mes frères et sœurs. Donc c'est la notion du travail et de travailler dur, ça je l'ai vraiment appris ici en ayant à le faire tout simplement. Du coup, la prochaine question, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Alors, ce qui me plaît le plus, je dirais que c'est le fait d'appréhender des concepts techniques, d'arriver à comprendre des systèmes qui sont complexes, parce que j'aime beaucoup le côté linguistique, mais je me voyais concrètement pas travailler dans un milieu où je ferais que de la linguistique, que travailler avec des langues, etc. Je pense que je suis une personne qui a besoin d'être assez stimulée, et le fait de travailler dans un milieu concret, hein, parce que là on parle quand même enfin, d'ingénierie. Je reprécise pour ceux qui savent pas que je suis rédactrice technique dans le milieu industriel, c'est-à-dire que bah, et dans les milieux dans lesquels j'ai pu travailler jusqu'à maintenant, c'est l'industrie, les machines spéciales. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire et actuellement dans le domaine de la médecine nucléaire. Donc c'est vraiment des domaines qui sont assez techniques et qui nécessitent d'essayer de vraiment d'être curieux et de comprendre ces systèmes complexes-là. Et je trouve ça super intéressant. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile à appréhender, parce que forcément c'est technique et que j'ai pas de formation technique de base. Mais c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment les deux, ce qui est le plus difficile et ce qui est de plus intéressant. Et la prochaine question, c'est quelle vérité sur toi-même tu as mis des années à accepter? Cette question, vraiment, je vous jure, c'est une très bonne question parce que c'est un peu paradoxal, parce que si vous avez commencé à regarder mon contenu, vous avez sûrement dû voir que j'ai tendance à vouloir être quand même assez organisée et quand même assez portée sur le contrôle de ce que je veux faire. J'ai eu tendance depuis que je m'en souviens, de mettre en place des systèmes, etc., pour pouvoir m'organiser et atteindre mes objectifs. Ça passait par exemple, quand j'étais au lycée, bah, je faisais mes programmes, j'écrivais beaucoup, oui, je veux faire ça, à tel moment, etc. Ce qui me permettait en fait d'avoir une structure et de pouvoir justement juste atteindre mes objectifs. Et bah, anecdote pour comprendre du coup c'est quoi ce truc-là qui m'a posé problème, c'est qu'un jour j'apprenais, j'étais en heure de conduite, et bah, ce jour-là, j'avais pas mon moniteur de base. Sachant que c'était c'était dur pour moi d'apprendre à conduire forcément, hein. Mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. J'étais pas avec mon moniteur d'habitude, et on a pris un parcours qui était différent. Donc là, on conduit, et on s'arrête au bout d'un moment, et il me dit, quand on commençait à faire le point, il me dit: «Est-ce que t'es une personne qui remet les choses à plus tard?» J'étais là en mode: «Mais pourquoi il me dit, enfin, pourquoi il me demande ça? C'est quoi le rapport? On est en train de conduire et tout machin?» Et là, je lui dis: «Bah, non, moi je me considère pas comme une personne qui remet les choses à plus tard.» Et là, il me dit: «Bah, moi je pense que t'es une personne qui remet les choses à plus tard parce que tu toujours à la dernière minute avant de faire les actions. Alors que tu pourrais anticiper et bah, éviter de faire ça, parce que la conduite, il faut savoir que c'est beaucoup d'anticipation.» Donc, il me dit que oui, je faisais les actions bah, que j'aurais pu faire. Bah, il y a des actions que j'aurais pu faire plus tôt, mais que je faisais trop à la dernière minute, et qui sont la raison pour laquelle j'avais du mal, notamment avec la conduite. Je vous jure, ce truc-là, quand il m'a dit ça, j'étais là, mais en fait, il avait un peu mal pris, et j'ai mis du temps à réaliser aussi, parce que bah c'était contradictoire en fait, entre mon côté où bah je me sens comme une personne qui veut beaucoup s'organiser et avancer, et ce côté-là où il me dit que je suis une personne qui remet les choses à plus tard. J'étais là, mais en fait, ça m'a piqué, en vrai, je vais pas vous mentir, hein. Et sauf que voilà, ça m'a piqué, mais j'ai beaucoup réfléchi par la suite, je me suis remise en question, je me suis dit: «Mais pourquoi? Est-ce que c'est vrai?» Donc là, j'ai commencé à demander à mes proches et tout, et il faut savoir que j'ai une personne dans mon entourage qui est très, on va dire, qui est très honnête, très cash avec moi. Donc c'est bah, cette personne-là, elle m'a bien fait comprendre au travers des années, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette personne-là aussi, parce que il y avait beaucoup de choses que je remettais à plus tard et je me rendais pas compte. Et le moment où j'ai réalisé, je me suis rendu compte de tous les problèmes que ça a pu me causer, euh, parce que tout le temps, j'avais peur d'avancer. J'avais peur d'avancer, ce qui faisait que je retardais les choses, et bah, au final, ça me causait plus de problèmes que ça m'en aurait causé si j'étais directement passée à l'action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi
c'est tellement important pour moi et que je vous parle souvent de oui, il faut arrêter de trop réfléchir, faut que vous passiez à l'action parce que j'en ai tellement souffert de ce truc-là, de remettre les choses à plus tard. Ça m'a causé tellement de problèmes que je me dis, franchement, si, si quelqu'un peut comprendre ça plutôt que moi je l'ai compris, ça serait tellement une bonne chose pour cette personne-là parce que c'est vraiment une situation horrible et je pense que je me serais pas rendu compte de ça si peut-être il m'en avait pas parlé là et que après j'avais pas eu tous les problèmes que j'ai eu vis-à-vis de ça. Donc franchement remettre les choses à plus tard c'est une chose horrible, surtout quand t'es une personne qui réfléchit trop. Ça aussi, une personne qui réfléchit trop là, c'est horrible aussi, hein, parce que en fait, tu te fais que des scénarios, toute ta vie est remplie de scénarios et de suppositions et de films. Et au final, bah, tu te bloques dans la vraie vie et t'avances que dans ta tête. Et ça, c'est une situation qui est vraiment horrible. Et bah voilà, je conseille à personne, bah, honnêtement, hein, pour être passé par là, je vous dis vraiment, faut laisser ça. Faut laisser ça tourner un chapitre. Mais je sais que c'est compliqué, étant moi-même, ayant moi-même vécu cette situation-là. Euh, En fait, je sais pas, enfin, je sais même pas quoi dire de plus à ce sujet-là, mais c'est vraiment ça. Le fait que je me sois rendu compte, j'ai vraiment du mal à me rendre compte que j'étais une personne qui remettait les choses à plus tard, parce que je pense que les conséquences que ça avait sur moi étaient tellement... En fait, c'était tellement ancré, je pense que je ne réalisais même pas. Et comme c'était mélangé à un semblant de structuration, je ne m'en rendais pas compte ou je ne voulais pas accepter ça. Parce que ça me renvoyait une image trop péjorative de moi-même. Enfin, bref. Alors, je vais répondre à plusieurs questions en même temps, qui sont euh, est-ce que c'est plutôt par rapport à l'organisation de mon travail, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit au télétravail, quels sont les horaires de travail, euh, quelle est la rémunération moyenne, voilà. Donc déjà par rapport aux horaires de travail et au télétravail, bah, ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu vas travailler. Souvent, dans pas mal d'entreprises, surtout de nos jours, c'est possible de faire du télétravail parce que dans tous les cas, la rédaction technique, c'est un métier que tu peux faire bah, à distance. C'est pas un métier où tu vas devoir intervenir directement. Donc, ouais, généralement, tu peux avoir le droit à du télétravail. Maintenant, ça dépend de la politique de l'entreprise en question. Souvent, tu as quand même, par exemple, un temps, le temps que soit que tu valides ta période d'essai, par exemple, ou quelque chose comme ça qui fait que voilà. C'est pas dans toutes les entreprises que tu peux faire du télétravail directement. Donc, il y a des moments où tu dois attendre une certaine période. Et après, voilà, généralement, tu peux en faire en tout cas. Concernant les horaires de travail, bah, c'est pareil, bah, ça dépend de l'entreprise, mais généralement, c'est un peu la même chose partout. En tout cas, de moi, ce que j'ai pu connaître, il y a pas mal d'entreprises qui ont des horaires assez flexibles. Par exemple, tu peux arriver entre 7h30 et après, tu peux partir à partir de 16h30, etc. Mais donc, tu fais tes heures, bah voilà. Et que es disponible dans les créneaux qui font que si tu dois avoir des points avec des équipes en particulier, que tu puisses les faire. C'est ça le plus important. Mais ça dépend de l'entreprise, encore une fois, et des amplitudes horaires de leur politique vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a des horaires fixes ou il y a une certaine flexibilité, voilà, ça dépend de l'entreprise. Et du coup, la rémunération moyenne, bah, ça dépend du secteur, ça dépend de la localisation, euh, parce que concrètement, je vais pas vous mentir, par exemple, quand vous êtes dans le sud, vous serez moins payé que si vous travaillez dans le nord de la France, parce que dans tous les cas, le coût de la vie il est plus élevé, donc le salaire est plus élevé aussi par extension. Et bah, ça dépend aussi de tes compétences, de ton expérience, ouais, de ton expérience, bah, forcément, bah, tu peux commencer. En tout cas, je demande pas moins de 35 000 annuels bruts. En tout cas, de ce que moi j'ai pu voir, il y a des salaires qui peuvent même monter jusqu'à 60 000 annuels bruts. Donc franchement, ça dépend de ton expérience, de la localisation du poste et du secteur surtout. Parce que honnêtement, encore une fois, il y a des secteurs qui rémunèrent plus que d'autres. Par exemple, tout ce qui va être défense, aéronautique, aérospatiale, ça c'est vraiment des domaines qui vont être très rémunérateurs. Donc voilà, ça va être plus te rémunérer que si tu travailles dans l'agro par exemple, ou même en industrie. Mais même si bon, ça paye quand même assez bien aussi. Donc voilà, choisir le domaine par rapport à tes prétentions, mais surtout en vrai, surtout par rapport à ce que tu aimes majoritairement parce que comme je vous dis c'est un métier qui est technique donc il faut quand même que vous soyez assez sérieux, curieux plutôt et intéressé par le sujet parce que sinon ça risque de vous saouler
assez rapidement. Ok, du coup là la prochaine question c'est est-ce que je pense que mon contenu sera dédié uniquement à la rédaction technique ou est-ce que je compte élargir un peu plus? Je pense que je pars pas que de la rédaction technique, déjà même actuellement. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'aborde aussi les sujets de parcours universitaire, notamment pour pouvoir aider les personnes qui viennent de Mayotte comme moi, qui vont traverser les mêmes galères que moi j'ai traversées pour pouvoir leur permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Mais aussi, j'aime beaucoup, et je suis une grosse consommatrice de contenu motivation, parce que je pense que c'est la vie, hein, finalement. Je pense qu'on a toujours besoin d'avoir quelqu'un dans notre entourage qui est un peu là à nous encourager et voilà, à donner des tips de la vie sur des choses que la personne a pu apprendre. Donc voilà, je pense que... Et aussi organisation aussi. J'en ai déjà parlé au cours d'une de mes vidéos sur ma chaîne. Donc je pense que à ce stade-là, en tout cas, c'est ces types de contenu-là que je vais tendre à faire. Donc rédaction technique, parcours pro, on va dire, parcours études, tout ce qui va être autour de la motivation et de l'organisation pour l'instant. Après, je suis pas fermée à ce que ça touche à d'autres sujets par la suite, mais en tout cas pour l'instant, on va dire que c'est la direction de la chaîne. La prochaine question, c'est est-ce que tu travailles plutôt en autonomie? Et je pense que je vais regrouper un petit peu avec qui fera sens avec celle-là. Donc, est-ce que tu travailles plutôt en autonomie ou tu travailles en collaboration avec d'autres personnes? Et à quoi ressemble une journée type? Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi. Donc, est-ce que je travaille plutôt en autonomie ou avec les autres? Donc, déjà, il faut savoir que moi, je suis consultante. Donc, c'est-à-dire que j'interviens chez des clients. Donc, mon employeur principal, c'est le cabinet d'ingénierie qui m'emploie. Du coup, là, en l'occurrence, c'est pas un secret, c'est Néo2 donc qui m'emploie. Et dans ce cas-là, moi, je vais aller chez des clients pour faire une prestation d'ingénierie en rédaction technique. Donc c'est-à-dire que j'interviens la plupart du temps dans des structures qui n'ont pas de rédacteur technique en interne. Donc oui, je travaille beaucoup en autonomie dans ce sens-là, mais je travaille aussi énormément en collaboration avec par exemple là, comme je vous ai cité dans ma vidéo précédente, avec les ingénieurs, avec les dessinateurs, avec le personnel de maintenance, production, etc. Toutes les personnes qui vont à peu près intervenir autour de la conception de la machine ou du produit, justement pour pouvoir avoir les informations qui vont être nécessaires pour produire la documentation technique, parce que encore une fois, en tant que rédacteur technique, on n'est pas les personnes qui ont le savoir. Nous, notre travail, c'est de venir structurer ça et de fournir des livrables qui vont permettre justement aux personnes qui vont utiliser ces équipements-là de pouvoir les utiliser au mieux. Et surtout en sécurité, en tout cas moi dans mon contexte industriel. Du coup, concernant la journée type, bah, grosso modo, ça va dépendre, mais si je peux te résumer, très très résumé, bah, on va dire que je peux passer une matinée par exemple à rédiger et dans l'après-midi plutôt à faire des réunions et du coup à venir recorriger les choses avec le personnel qui va être concerné. Donc ça peut être par exemple si dans la matinée je vais produire, je sais pas, bon, par exemple une notice d'utilisation. Et après moi je vais mettre les questions que je vais avoir et dans l'après-midi bah, je vais avoir un point avec un ingénieur etc pour lever les doutes que j'ai pu avoir pour que je puisse après par la suite avancer de mon côté en autonomie. Euh, le lendemain matin par exemple. Après moi ce que j'aime bien c'est que j'ai pas une journée où je fais exactement la même chose. Parce que comme je vous ai déjà dit précédemment, moi j'aime pas du tout le fait d'être vraiment, on va dire, dans le même train-train dans le côté pro. Donc ce que j'aime bien c'est que voilà, j'ai une variété de tâches qui est quand même assez intéressante. Et je pense que c'est ça ce que j'aime bien aussi avec le fait d'être consultante, c'est que bah, j'interviens dans des structures différentes, dans différents domaines, et ça me permet de pouvoir apprendre plein de choses à chaque fois. Donc, ouais, de pas me reposer sur mes lauriers, en tout cas, pas, on va dire, intellectuellement en parlant. Il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des trucs à apprendre, même s'il n'y a pas, bah, moi, je vais toujours vers les autres pour pouvoir voir si je peux trouver quelque chose à faire en plus ou apprendre en plus. Et voilà. Autant, par contre, je tiens à préciser que c'est pas une généralité, parce que comme je dis, moi je suis consultante, mais il y a des personnes qui travaillent en rédaction technique bah, en interne dans une entreprise particulière,
Et bah, souvent quand, c'est assez, quand, les entreprises elles ont un process de rédaction technique qui est quand même assez avancé, c'est vrai que tu peux avoir tendance à, effectivement faire, la même chose, grosso modo la même chose, bah, tous les jours. Bah, typiquement, j'ai déjà, eu, ce cas de figure-là et bah, après ça dépend de ce que toi tu souhaites parce que c'est pareil quand, tu es, dans une entreprise avec un processus de rédaction technique, ou de documentation, technique qui est déjà, qui fonctionne bien, qui est bien rodé, bah, tu vas moins avoir à venir créer, beaucoup de choses, mettre en place beaucoup de choses que si tu vas dans une structure, dans une entreprise dans laquelle le process il est pas au point et là tu vas devoir, beaucoup être dans la production, beaucoup dans la prise d'initiative et cetera. Donc ça dépend après de toi, qu'est-ce que toi tu souhaites? Est-ce que tu souhaites, être plutôt dans une entreprise où, tout est déjà structuré ou toi tu vas être dans une entreprise où tu veux, être plutôt dans la force de proposition, dans les process d'amélioration et cetera, on va dire. Donc ça dépend de ce que toi tu veux. Je me rappelle qu'un jour en plus, quand, je postulais, on m'avait posé cette question-là, de quel type de positionnement je voulais être. Est-ce que je voulais être dans le premier cas ou dans le deuxième cas? Et je pense que j'avais pas su répondre parce que c'était un peu compliqué de pouvoir dire est-ce que je veux être plus, dans le cas où je vais plus produire ou dans le cas où je vais plus être, pas passive non plus, mais, moins, dans cet esprit-là de production et bah, finalement, je me suis retrouvée par la force des choses dans le second cas où voilà, je suis plus dans la proposition, on va dire dans la production plus largement et franchement, je me plais bien dans ce cas de figure-là parce que tout simplement, ça va avec mon état d'esprit. Prochaine question, c'est est-ce que tu te reconnais encore dans la personne que tu étais il y a 2 ans? La vérité, c'est que je ne me reconnais même pas dans la personne que j'étais il y a un mois. Ça fait déjà un peu plus d'un mois que j'ai commencé à poster tous les jours des shorts et notamment aussi sur TikTok. Et là, ça va faire 4 mois. Ma première vidéo YouTube date d'il y a 4 mois. Sachant que j'ai pas du tout commencé à mettre. Je pense que ça fait un peu plus d'un mois que j'ai commencé à vraiment mettre de l'énergie de façon régulière et plus structurée sur la création de contenu. Et je ne me reconnais même pas dans la personne que j'étais il y a un mois. C'est pour vous dire. En fait, j'ai osé faire des choses que je ne me serais jamais imaginé faire auparavant. Et ça, mais même TikTok, hein. Franchement, le nombre de personnes, que ce soit ma meilleure amie, que ce soit j'ai un proche à moi aussi qui m'a dit ça, oui, vas-y, lance-toi sur TikTok et tout machin. J'ai plein d'amis qui m'ont dit, oui, lance-toi sur TikTok et tout machin. Et je ne voulais pas. J'ai dit que je veux pas parce que j'aime pas. Déjà, j'avais même pas TikTok de base et je voulais pas. Voilà, je me reconnaissais pas dans ce réseau social-là. Je pense que j'avais beaucoup d'a priori aussi et bah je voulais pas quoi. Sauf que là, je me suis lancée, je l'ai fait et j'ai découvert tellement de personnes incroyables et tout machin. En fait, c'est tellement une belle opportunité pour rencontrer plein de personnes. Et aujourd'hui, franchement, c'est vraiment TikTok, j'aime beaucoup, franchement, je trouve que c'est une super application pour découvrir du monde. Et aujourd'hui, ça représente aussi un tremplin pour moi, notamment bah, du coup dans ce projet-là de création de contenu. Donc la personne que j'étais il y a un mois ou il y a un mois et demi qui osait pas ou qui voilà qui osait à moitié ou qui était beaucoup encore dans l'hésitation, je me reconnais mais absolument pas du tout ou plus du tout dans cette personne-là. Euh, mais même par rapport au fait que, encore une fois, par rapport à les choses que j'ai appris vis-à-vis de mon comportement du passé, à trop réfléchir, à trop remettre les choses à plus tard, comme je disais que ça m'a créé des problèmes, je ne voulais plus, en fait, je ne pouvais plus me voir, je pouvais plus me saquer dans ma forme. Et je pense que c'est le fait vraiment d'avoir eu cette rupture où je voulais changer d'identité qui fait qu'aujourd'hui je ne me reconnais même plus dans ce sens-là parce que en vérité bah je reste j'ai pas changé foncièrement hein, je suis toujours la même personne dans la base hein, mais c'est le switch qu'il y a eu dans le fait que je sois une personne maintenant qui en fait là maintenant je m'identifie comme une personne qui ose et le fait que je m'identifie comme une personne qui ose bah ça change tellement de choses aujourd'hui et voilà c'est ça vraiment ce qui fait que je ne me reconnais même plus dans cette version passée de moi parce que honnêtement je pense que si aujourd'hui quelqu'un me dit que ouais je suis comme avant franchement j'ai atteint un stade où je pense que je vais le prendre mal parce que bon c'est toujours assez sensible ce sujet-là voilà je peux plus me saquer dans la façon dont j'étais auparavant donc pour moi je n'avais pas d'autre choix que d'avancer et d'agir autrement parce que comme on dit et ce qui est logique tu peux pas attendre d'avoir des résultats différents tout en continuant à faire la même chose. On me demande quelles sont les évolutions possibles pour une rédactrice technique.
technique au cours de ta carrière? Donc en fait, je sais pas trop comment répondre à cette, question parce que, bah, je suis encore au début de ma carrière, mais je pense que c'est comme dans tous les domaines, ça dépend, de tes, aspirations. Bah, typiquement, par exemple, si tu es dans une entreprise, qui a déjà un process, de documentation qui est avancé, ou tu as plusieurs, tu as un pôle avec, des rédacteurs techniques, l'évolution possible, c'est que tu peux devenir manager et là, tu vas être là à gérer l'équipe, enfin, tu vas gérer, d'autres rédacteurs techniques, donc ouais, ça, c'est une possibilité d'évolution. Ou sinon après, il y en a qui évoluent sur, d'autres types de postes, comme par exemple on entend beaucoup parler de knowledge manager ou des choses comme ça. Donc en vrai ça dépend de ce que tu souhaites faire et des possibilités qu'il y a au sein de ton entreprise. Je pense que je vais répondre de cette façon, c'est assez court quand même, mais voilà, ça dépend de ce que tu souhaites en termes d'évolution, tout en sachant que en vérité tu peux assez, en fait, évoluer dans une carrière, moi je pense que c'est beaucoup conditionné à, pas en partie par rapport à tes qualités, on va dire de ton savoir-faire, mais c'est aussi beaucoup conditionné, au relationnel, à comment est-ce que tu vas savoir, te vendre et surtout, foncièrement à ce que tu souhaites, atteindre tout simplement. Donc, pour moi, la seule limite que tu peux avoir en termes d'évolution, professionnelle, ça va être la limite que tu vas te mettre à toi-même. Et une autre question, toujours sur ce sujet, de rédaction technique, c'est, est-ce que tu es impliqué en amont des projets ou, interviens-tu, une fois que le produit est terminé? Là aussi, ça dépend, de l'entreprise. En tout cas, moi, dans mon cas, il faut savoir que j'interviens, sur des phases en amont, c'est-à-dire, pendant la phase de conception, dans la phase de conception, phase de fabrication, notamment dans la production des analyses, de risques. C'est-à-dire que, l'analyse de risque, c'est un document qui va permettre, au concepteur de venir évaluer tous les risques, qui sont présents, sur, le produit qu'il veut créer et de venir, bah, réfléchir, et évaluer ces risques-là. Est-ce que, il y a cette probabilité qu'il se passe, telle chose? C'est quoi le niveau de gravité du danger, que ce risque représente? Et quelles mesures on va venir mettre, pour venir, réduire ce risque ou le supprimer? Et voilà, si, on n'arrive pas à le réduire ou à le supprimer, quelles mesures compensatoires on va venir mettre en place, pour faire en sorte que ça ne représente pas un danger, pour, les utilisateurs. Donc ça, c'est un document qui intervient, dans la phase de conception. Et donc voilà, c'est ce qui fait que bon, j'interviens quand même sur cette phase-là, donc on va dire j'interviens en amont. Mais généralement, si tu produis, la documentation, technique, juste par exemple la notice, ce genre de choses, et ben là tu interviens, quand le produit, il a fini d'être monté, parce qu'après, là tu as tout qui est déjà fait, tu as déjà les plans qui sont faits, les schémas qui sont déjà finis, tu as aussi, la possibilité d'aller prendre tes photos, de la machine ou du produit, pour pouvoir après, publier. Donc voilà, ça dépend des tâches qui t'ont été assignées, et de ce que tu es en mesure de pouvoir faire, tout simplement. Et du coup, une autre question liée à la rédaction technique, c'est quelle liberté y a-t-il dans la structuration des contenus? Est-ce que c'est très normé ou il y a une marge de, conception? Ça dépend de ce que du domaine dans lequel tu travailles. Comme j'ai expliqué dans, ma vidéo sur les différents types de documentation, selon le domaine et le secteur dans lequel tu vas travailler, bah, ça va être plus ou moins normé et tu auras plus ou moins de liberté dans ce que tu veux faire. Maintenant, moi, je travaille dans l'industrie et du coup, la documentation que je produis, elle est quasiment soumise. Toute la documentation que je produis est soumise à la directive machine 2006-42 CE. Et du coup, bah oui, c'est très normé. Il y a des chapitres voilà. Il y a certains chapitres qui doivent apparaître, on va dire, obligatoirement dans cette notice, et des documents qui doivent obligatoirement être fournis avec cette notice-là. Donc oui, il y a de la liberté, on va dire, dans la formulation un petit peu, mais tu dois, on va dire, t'as des choses qui doivent forcément apparaître dans cette notice-là. Donc on va dire que tu peux formuler un petit peu comme tu veux, mais il faut quand même qu'il y ait cette structure de base, cette ossature de base avec ces chapitres qui sont indispensables. C'est pour ça notamment que je vous disais que la plupart du temps, quand tu regardes les notices des machines, bah, si tu verras que c'est très souvent les mêmes titres de chapitres à chaque fois. Une autre question qui est très très intéressante en mon sens, c'est
est-ce que les mentalités des entreprises évoluent vis-à-vis de la documentation? Et là, ça rejoint tout le sens, je pense, autour de la création de la chaîne YouTube. C'est vraiment le fait de pouvoir changer, de permettre de changer les mentalités des entreprises vis-à-vis de la rédaction technique en général et de la documentation, parce que, comme je disais, c'est quelque chose qui passe vraiment au second plan, parce que les entreprises disent typiquement qu'elles peuvent pas capitaliser dessus, que ça rapporte rien, et que voilà, c'est comme si tu payais juste quelqu'un, enfin en tout cas pas toutes les entreprises évidemment, mais enfin beaucoup, en tout cas moi dans mon domaine, dans l'industrie, qui voit pas forcément l'utilité d'avoir quelqu'un qui va venir faire de la rédaction technique. Je pense que si les mentalités elles sont en train de changer, et elles changent. Et je pense que c'est beaucoup lié aussi avec les exigences réglementaires. Donc voilà, les entreprises essaient de s'aligner avec ces exigences-là, et forcément, bah, ils se rendent compte que c'est des choses qui prennent du temps, et voilà, bah, souvent, elles passent par de la prestation. Même si pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à la prestation pour des services de rédaction technique. Je pense que bah, au bout d'un moment, en tout cas, moi, mon but, ce serait vraiment de pouvoir permettre de sensibiliser ces entreprises-là, et de leur faire comprendre que, bah, certes, c'est bien de faire de la prestation, pour pouvoir notamment, on va dire, se remettre à niveau, etc. La chose qui sera la plus pérenne pour une entreprise, selon moi, en tout cas, ça va être d'avoir quelqu'un, je ne demande pas non plus, enfin je dis pas d'avoir tout un service avec 6-7 rédacteurs techniques, mais au moins d'avoir une personne dont le travail c'est vraiment de s'occuper de la rédaction technique, de la documentation technique de son entreprise, parce que c'est tout simplement le savoir de ton entreprise, le savoir-faire de l'entreprise. Et bah, dans la durée, c'est important, à mon sens, d'avoir quelqu'un qui va sécuriser le savoir-faire de l'entreprise, et surtout de permettre de garder ça en interne, parce que après avoir une presta qui fait telle chose, et puis après refaire appel à une autre prestation qui va faire autre chose. Donc je pense que c'est bien d'internaliser quand même au bout d'un certain temps, quand même de se rendre compte que c'est important d'avoir quelqu'un en interne qui va faire ce travail-là. C'est comme avoir quelqu'un qui va venir t'aider à faire le ménage de temps en temps, changer de personne toutes les 4 matins, au lieu d'avoir quelqu'un de fixe qui va venir. Je sais que tous les mardis ou toute la semaine, t'as quelqu'un qui passe pour venir te faire le ménage, au lieu d'avoir quelqu'un de différent qui va venir à chaque fois avec des méthodes de travail différentes, avec une conception de la documentation qui va être différente. Donc voilà, je trouve que c'est important enfin, avoir quelqu'un dans son entreprise qui s'occupe de la documentation technique, c'est s'assurer que cette personne-là, elle suive aussi la vision de l'entreprise, et ça se fait que sur la durée. Donc voilà, je pense que c'est un ask qui se retrouve quand même assez long, et voilà, j'espère quand même avoir pu répondre au mieux aux questions. Et bah voilà, si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas pu répondre, parce que je pense que je vais m'arrêter là, parce que la vidéo elle est très longue déjà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci pour ces 100 abonnés. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous invite à aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne, à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt, passez un bon week-end.